Bonsoir. 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 Merci à tous et à toutes d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde qui portera sur la place de la SF, du fantastique en France, entre autres. Voilà, on va revenir en détail sur vos parcours. Voilà. Nous recevons le capitaine du Nexus 6. Bonsoir citoyennes et citoyens, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Bah merci, je suis ravi d'être ici. C'était très bon avant. On a bien mangé, c'était cool. On a bien mangé, c'est vrai. Bonsoir Thomas de Seine. Bonsoir. Vous êtes, tu es, d'ailleurs on va se tutoyer, ce sera peut-être plus simple, tu es auteur et réalisateur de la série Zone 42. Exactement. Entre autres. Entre autres, ouais. Voilà. Et enfin, Sébastien Guiton. Bonsoir. Tu es producteur des séries Soupa Soupa Ouais. et de Seven Peas, Entre autres, ouais. dont on va diffuser le pilote. Un petit ce extrait soir. technique plutôt, un test Voilà. technique qu'on a fait. Mais C'est ça. Et on va également diffuser quelques épisodes de Zone 42. Voilà, on vous donne rendez-vous déjà tout à l'heure pour nos diverses projections. Voilà. Et moi je me présente pas, on n'explique pas ce que je fais. Capitaine du Nexus 6, je me suis dit. Ouais, d'accord. Voilà, les citoyens Enchaînons, vous ont reconnu, enchaînons. capitaine. Très bien. Alors, pour commencer, je vous propose une question un peu large. On va parler du fantastique, de la science-fiction. Capitaine, quel est ton premier souvenir SF fantastique à la télé? À la télé, en série. Oui, c'est les difficultés. C'est vrai que j'aurais dû relire tes questions avant cette conférence. Je pense que l'un des premiers vrais souvenirs, ça a été la série V. Certains d'entre vous s'en souviennent certainement. Ou bien aussi, encore plus ancien, j'ai oublié, avec David Vincent, quelqu'un va m'aider. Les envahisseurs. Les Envahisseurs, merci. Donc ça a été vraiment mes premiers souvenirs. Donc quand même des choses qui aujourd'hui sont hors du temps, je dirais. Beaucoup de gens ne savent peut-être pas, quoique V a eu un reboot il y a quelques années, très très mauvais reboot d'ailleurs, soyons clairs. Donc ça c'est vraiment mes deux premiers souvenirs de SF en série. Et ça a été des chocs vraiment, ou ça t'a plutôt intrigué au départ? V j'aimais beaucoup parce qu'il y avait un aspect aussi premier contact, c'est des thématiques qui m'intéressent beaucoup. Les Envahisseurs, pareil, premier contact mais plus insidieux, plus politique, enfin plus dans une logique de critique sous-jacente. Voilà, les envahisseurs sont cachés, là où V ils sont au grand jour, etc. Donc oui, évidemment une conscience politique. Enfin, en même temps, la science-fiction sert aussi à ça. La bonne science-fiction, c'est du bon divertissement quand il y a cet aspect divertissement avec en plus un sous-texte, quoi, évidemment. Il y a effectivement plusieurs lectures parfois selon les productions. Sébastien, même question. Qu'est-ce qui te vient en premier dans tes souvenirs de spectateur? moi, c'était plus sur de l'horreur, on va dire, mais c'était les Contes de la Crypte. Ouais. Voilà, ça m'a j'étais assez jeune à ce moment-là, et ça reste voilà, quelque chose d'assez marquant. De marquant, ouais. Ouais. Et puis après, il y en a eu plein d'autres. Ça dépend des périodes. Il y a eu Buffy, là, dont vous avez passé. On a diffusé Buffy, voilà. effectivement, hier soir. Et voilà, c'est toute mon adolescence. Ça. Donc voilà, il y a eu différentes périodes. Et Thomas? D'instinct, si je dois me rappeler mes tout premiers, ça devrait être X-Files à fond, où mes parents regardaient et je restais planqué derrière. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, vas-y, viens, regarde. J'étais traumatisé. Et Code Quantum. J'ai adoré Code Quantum. Oui. J'adore cette série. Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais j'adorais. Je sais pas, ça mélangeait autant de la SF que des faits historiques. Super série. Vraiment très bien, Code Quantum. Et justement, tu parlais de ces séries-là, de la trilogie du samedi, de Buffy, tout ça. Moi, c'est ça que ça m'évoque. Mais c'est valable aussi pour vos séries. Quel regard vous portez aujourd'hui, avec un regard qui s'est du coup aiguisé avec le temps, quel regard vous portez sur ces séries qui ont fait naître peut-être chez vous des vocations, des passions peut-être? Moi, j'ai pas revu Les Envahisseurs ni V depuis très très longtemps, donc je t'avoue que j'aurais eu du mal à avoir une vraie analyse là, sur la chose. Par contre, c'est vrai qu'on en a cité d'autres là. On parlait de Buffy par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai quand même du mal à revoir. C'est vrai que l'aspect kitsch, c'est des choses qui ressortent beaucoup. On parle souvent de Stargate SG1 aussi, que beaucoup de gens encensent. Moi, même à l'époque, alors que j'appréciais l'expérience, je trouvais que ils se foulaient pas trop non plus, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'est bien joli. Ok, on fait la planète des Vikings, on fait la planète des Indiens d'Amérique. Ça, pour moi, ça n'allait pas très très loin, surtout par rapport au film qui lui avait une vraie mise en scène, enfin une vraie construction d'univers. Donc même à l'époque, alors que je kiffais cette série, j'étais plus dans une démarche quand même assez critique. Je trouvais que
Malheureusement que la science-fiction pâtissait encore d'un manque de moyens aussi parce qu'on ne la prenait pas au sérieux. Et je pense qu'aujourd'hui, on ferait une nouvelle série Stargate. On rebooterait Stargate SG1 aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de moyens mis en place dans la création d'univers particuliers à chaque planète qu'on va visiter, par exemple. Tu vois. Donc aujourd'hui, j'aurais tendance à être assez critique parce que c'était des périodes où la reconnaissance de ce genre, en tout cas au niveau des séries, n'était pas encore actée, quoi. Puis 20, Battlestar Galactica, on en parlera sûrement, peut-être. Enfin non, on n'est pas aux États-Unis, on parle en France, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Sébastien, peut-être en 2018, selon toi, quelle est la place de ces séries qui portent sur l'imaginaire, sur la science-fiction quelle est la place qu'il leur est donnée en France à ces séries-là, à ton avis? En France, la place, il y a moins de place. Mais on voit que à l'étranger, ça marche super bien. En France, c'est quelque chose. Les diffuseurs, en fait, n'investissent pas encore complètement dedans. Ils sont peut-être frileux ou des choses comme ça. Mais voilà, moi, je trouve qu'à l'étranger, toutes les nouvelles plateformes et tout se lancent dessus. Mais en France, ils sont encore un peu frileux là-dessus. Donc les spectateurs français vont se diriger évidemment vers des productions étrangères, anglo-saxonnes, pour consommer de l'imaginaire en série? Bah oui, clairement. Moi, j'ai même lu des trucs. C'était le producteur du film Grave, donc c'est plus un drame horrifique qui est sorti l'année dernière. Il disait que si Grave était sorti en anglais, il pense que ça aurait augmenté le nombre d'entrées. Parce que vu que c'était un film d'horreur français, les gens se sont dit mais c'est français, on va pas le voir. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Nous, par exemple, dans Zone 42, c'est une série il y a du fantastique, il y a des monstres, et beaucoup de gens nous ont dit ah ok, vous voulez faire vos Américains. Et pas du tout en fait. C'était toi quand tout à l'heure je te parlais de X-Files, Code Quantum, les Contes de la Crypte aussi. C'est des références en fait, c'est mes références et j'ai certes voulu prendre ces références mais les faire à la française quoi. Et ça me fait chier quand on dit ok, vous voulez faire ça, vous voulez faire à l'américaine. Non, en fait ils n'ont pas le monopole de la science-fiction ou du fantastique, je crois pas. Et c'est vrai qu'on ressent dans Zone 42 ce côté un peu à la française, mais surtout que toi, au contraire, tu n'as pas voulu te cantonner à l'imaginaire, au fantastique. Il y a du burlesque parfois, c'est une comédie. Je crois sur le site, c'est comédie horrifique, exactement. Ouais, c'est comédie dramatique horrifique. Voilà, c'est ça. Parce Donc ça que, montre ouais. que voilà, tu as voulu toucher à différents genres. Et à ton avis, est-ce que c'est en lien avec à la française? Est-ce que les productions anglo-saxonnes sont spécifiques à certains genres? Moi, en référence, j'avais pas mal de productions anglo-saxonnes, notamment la série Utopia, que j'adore et qui est folle et qui mélange pas mal de choses. Mais c'est surtout le cinéma sud-coréen. Le film The Strangers, qui est sorti pareil il y a 2-3 ans et qui commence comme un thriller policier, devient un buddy movie, puis un film d'épouvante. Et je fais waouh, mais on a le droit de faire ça, quoi. Et c'est là où je me suis dit, j'avais envie de tester ce mélange de genres. Mais c'est déjà arrivé avec le cinéma anglais. Edgar Wright fait ça à merveille, je trouve, dans sa trilogie Cornetto. Et donc voilà, j'avais envie de tester ce truc-là que j'avais jamais trop vu en France. Et c'est dommage. Il y a quand même des tentatives qui sont arrivées de ce genre de choses, mais c'est très faible, quoi. Mais on dit que les spectateurs français ne sont pas réceptifs à la science-fiction, à l'imaginaire. Vous en pensez quoi au final? Est-ce que c'est peut-être dû à la place qu'on leur donne à la télévision française, peut-être? On reste dans le cadre de la série, tu veux dire? Oui. Oui. Non, moi je suis absolument pas d'accord. La problématique, tu l'as soulevée, c'est vous voulez faire à l'américaine. Les Américains ils savent faire, nous on ne sait pas faire. C'est un débat en fait perpétuel. C'est le Fossoyeur de film qui avait dit que c'était une prophétie autoréalisatrice nulle. C'est-à-dire il n'y a pas de public pour ça en France, donc on ne fait pas, donc rien ne sort, donc personne ne regarde, donc en fait il n'y a pas de public pour ça, etc., etc., etc. Alors que moi je pense qu'il y a un vrai public, il suffit de voir. Plein de gens regardent les séries américaines. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison. Par contre, il y a ce déficit d'image. C'est-à-dire de se dire, en France, si on le fait, ça ne va pas marcher. Merci. Parce que, je ne sais plus ce que je disais. Oui, parce que ça va être moins bien fait, les effets spéciaux vont être moins bons, la qualité de l'acting, etc. Moi, je dis, essayons d'abord et ensuite on verra, tout simplement, quoi. Et dans les essais, dans les séries françaises, science-fiction, imaginaire, tout ça, qu'est-ce qui vous a peut-être marqué? Ah, c'est bon, c'est revenu. Parfait. Oui, les Revenants, c'était cool. Les Revenants. Là, il y a eu. Après, on peut considérer que Kaamelott, il y a du fantastique dedans. bien sûr, ouais.
Et J'ai qui fait va mes- jouer justement sur peut-être du hors-champ. Ouais. Il va repenser comment montrer le fantastique. Puis après, lui, c'était balèze parce qu'il était sur de la shortcom en access prime time, donc je pense pas qu'il pouvait se permettre. Puis en termes de budget, c'était compliqué. Même dans la mise en Mais, scène, ouais. c'est beaucoup de plans fixes, en tout cas dans les 4 premières saisons. Ouais. Mais ouais, il a réussi à faire ça. Mais après, son frère a fait HeroCorp, du coup, qui est même une série de super-héros, quoi. Donc là, on est complètement dans le fantastique et la science-fiction. Sinon, là, ouais, il y a une série qui m'intrigue pas mal qui va sortir, qui s'appelle Ad Vitam, qui a remporté un prix à Sérimania. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Rapidement, le pitch, c'est les gens. Enfin, la science a combattu la mort, entre guillemets. Et le personnage principal est joué par Yvan Attal et il a 120 ans. Et en fait, c'est un policier et il y a une vague de suicides qui débarque. Et du coup, le pitch fait pas trop mal quoi, pour une série française. Mais il y a eu une série Arte qui s'appelle Intrusion qui m'a pas mal plu il y a 3-4 ans, qui ressemblait au film Ennemi de Denis Villeneuve. D'accord. Mais pareil, inconnu, quoi. Enfin, personne ne le connaît. Mais même Ad Vitam, je sais pas si tu l'as dit, c'est quelle chaîne, quelle Je sais pas du tout. plateforme? C'est Arte aussi. Hein. C'est Oui, Arte aussi, oui, ouais. c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc, Ouais, peut-être, ouais. c'est ce que tu m'as dit. Je ne fais que C'est répéter. vrai. Ne vous battez pas, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Très bien. Mais même, moi, ça m'évoque aussi Soupa Soupa, tout simplement, parce que même, je suis honnête, moi, en tant que simple spectateur, Soupa Soupa, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, c'est un super-héros qui a des pouvoirs, qui vit dans un monde qui est le sien, vraiment. Est-ce que vous aussi, vous avez voulu repenser la représentation de l'imaginaire dans Soupa Soupa? Bah, ce qu'on a voulu représenter, c'est vraiment le quotidien d'un peu n'importe qui, du mec un peu loser, un peu à la bref, concrètement, et qui découvre des super pouvoirs et qui du coup arrive à ses fins, même s'il y a des embûches, etc. Donc là-dessus, ouais, on est sur de la recherche d'histoire un petit peu de science-fiction, quoi, et ils permettent voilà. Après, on a utilisé un petit peu toutes les différentes techniques pour y arriver, d'animation et de live et de stop motion, voilà. Mais un petit peu. Ouais, vous avez cherché peut-être différentes façons. Exactement. Ouais. Ok, je pense par exemple à la musique, ça m'évoque la musique mais qui est uniquement faite en beatbox, déjà, donc vous sortez des classiques. Mais justement, dans vos parcours de consommateurs de séries imaginaires science-fiction, à quel moment vous vous êtes dirigé vers une professionnalisation peut-être? Quand est-ce que quel a été le déclic? Je pense par exemple au Nexus 6, à quel moment tu t'es dit je vais faire moi aussi mes vidéos sur ce genre-là? Mon cas est un peu particulier dans le sens où j'ai pas du tout fait d'études dans la production, dans l'audiovisuel, etc. Par contre, je fais des films avec mes meilleurs amis depuis qu'on a 12 ans. Donc ça commence à faire 20 ans. Et on a monté une boîte de prod ensuite, etc. Donc ça a été plus ça le parcours. Et il y a eu un moment où on a eu le temps, tout simplement. C'est parce que quand YouTube a explosé, nous, on faisait plus trop de films. Et on était en train de se dire, on rate quelque chose. Donc en fait, il y avait déjà un besoin, en fait. Donc il n'y a pas eu de déclic particulier dans le sens où depuis des années, on produisait déjà. Et il y a juste eu un moment où on s'est dit, bon, ça fait longtemps qu'on ne fait plus rien, go, on y va. Et moi, effectivement, c'était le moment où j'ai commencé à consommer pas mal de vidéos sur YouTube, donc notamment François le Faussaire de films et d'autres, Le Visiteur du Futur, etc. Et non, moi, le constat, il était très simple. Personne ne parle de science-fiction, enfin, uniquement de science-fiction sur YouTube. Je suis un passionné, je vais le faire, voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas eu de déclic par rapport à ma consommation par ailleurs, puisque l'envie était déjà là, quoi, tout simplement. Est-ce que, juste pour continuer sur Nexus 6, est-ce que c'était une nécessité de faire dans la mise en scène de tes émissions, de représenter un vaisseau spatial? Il fallait que tu ne pouvais pas te contenter de voix off peut-être? C'était important pour toi Déjà, le vaisseau spatial, je l'avais, donc autant le mettre à profit. Effectivement. Hein, ouais, je vois qu'il y en a qui connaissent. Inévitable. Bon, l'ambition, elle est autre, c'est-à-dire là, l'ambition, c'était de montrer qu'on pouvait faire autre chose sur YouTube. Okay. Que du fast-cam simple. Quoique, d'une certaine manière, on fait du fast-cam aussi, parce que c'est pas parce que je suis dans le cockpit de mon vaisseau et que c'est super cool parce qu'il défonce que je fais autre chose que du fast-cam, en fait, soyons honnêtes. Mais après, il y a les scènes de nos aventures dans l'espace. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Nexus 6, donc ça parle de science-fiction. Donc je critique des œuvres ou des thématiques de la science-fiction, mais en même temps, ça se passe dans un univers de science-fiction. Donc je suis le capitaine de vaisseau spatial, et vous allez voir nos aventures dans la galaxie, sur des planètes, j'ai des ennemis, j'ai des aliens, bref. Et l'idée, c'était de montrer, en fait, il est haute, c'était de montrer qu'en France, on y revient, on peut faire des choses de qualité, avec des effets spéciaux de qualité, avec une prod de qualité, et en plus, on l'a fait sans argent. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où de l'argent viendra, les gars, il y a moyen que ça soit encore mieux.
On fait un financement participatif en ce moment, je ne sais pas si vous avez donné. On en reparlera. Mais du On en coup, parlera un peu plus tard. je suis pirate de l'espace, hein, excusez-moi, mais c'est comme ça. Donc, la volonté, elle était de montrer qu'on pouvait faire autre chose. Zone 42, c'est exactement la même démarche. C'est fini, des petites vidéos tranquilles, pépères. On montre ce qu'on sait faire, on montre qu'on a les compétences, qu'on a des professionnels qui peuvent mettre en avant leurs compétences et faire des vidéos de qualité. Et point, en fait, tout simplement. Et Thomas, pour Zone 42 notamment, C'est comme a dit le capitaine, nous c'était quand on a commencé Zone 42, moi j'étais étudiant encore en école de ciné, et on faisait pas mal de courts-métrages avant, exactement la même chose quand on était jeune, on faisait des choses, mais à ce moment-là je me disais pas je veux devenir réalisateur, c'était fou quoi, c'est impossible. Et au final, je produisais des séries dans le sens où chaque fois que tu faisais un court-métrage, tu tuais tes personnages à la fin. T'as un truc de j'aimerais bien raconter la suite. Et puis en fait, un court-métrage qui suit, ça s'appelle une série. Donc c'est comme ça que j'ai commencé la série. Et nous, c'était une carte de visite. C'est vraiment se dire, on n'a pas de thunes, on s'en fout, on va prendre le temps. Ça a pris 4 ans. C'était très long de tenir des gens de manière bénévole pendant 4 ans. Et voilà, on l'a vraiment pris comme ça, comme un labo où on va tester des choses. Tu vois, ce mélange de genres là, c'était vraiment au-delà d'être une envie artistique, c'est aussi une envie, moi, d'auteur, de me dire, je vais tester quoi. Je vais tester à un moment de faire une scène de science-fiction, de laisser de l'enchaîner avec une scène de comédie. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. C'était dans cette mouvance un peu de... J'avais vu Bad Taste de Peter Jackson, donc le film qu'il avait fait quand il était encore étudiant en Nouvelle-Zélande, et c'est vraiment la même chose quoi. On tournait les week-ends, les soirs, et on s'amusait et on apprenait. Et moi je dis souvent que j'ai fait une école de ciné, mais que mon école ça a été cette série. Et en fait c'est très récemment que je me suis dit je peux devenir professionnel. C'est vraiment il y a 1 an quoi. Peut-être, pourquoi pas, je vais essayer. et du coup, le format série se prêtait plus à cette expérimentation. Faire plusieurs courts-métrages comme ça ne te suffisait pas. C'était suivre les fictions sur plusieurs épisodes était une nécessité. Alors la particularité, c'est qu'on a fait Zone 42 et entre deux, on a fait 15 courts-métrages parce que j'en avais marre d'être sur les persos, donc on a beaucoup fait. On a fait pas mal de courts-métrages en 48 heures, où on doit faire un film en 48 heures, ça c'est trop cool. Et pareil, on a gagné des fois les concours, donc on a pu aller rencontrer pas mal de gens. Très formateur aussi. Ouais, super bien. Mais surtout, un truc qui est chouette avec les séries, qu'il n'y a pas avec les courts-métrages, c'est qu'on crée une communauté autour d'un projet. Alors après, c'est difficile sur YouTube parce que là, si je rencontre quelqu'un aujourd'hui sur Zone 42, je vais dire abonne-toi à la chaîne, il va me dire bah ça sert à quoi, vous allez mettre d'autres épisodes, et je vais dire non. Il va me dire bah je vais pas m'abonner, je m'en fous. Donc ça, c'est la difficulté des séries qui sont sur YouTube. Mais en même temps, il y a des gens qui se sont accrochés au personnage, et même encore là, ces derniers jours, il y a des gens qui regardent la série qui font putain, j'ai kiffé l'univers, le truc, je comprends l'état d'esprit. Et je pense que ça, on l'a peut-être pas en court-métrage, où c'est plus difficile, tu vois, les gens, tu les as pendant quelques minutes. Sur une série, ça dure 2h15. Donc au final, les persos, ils ont l'impression qu'ils existent, quoi. Ce qui, des fois, est bizarre, mais c'est rigolo. Et ça sonne très ambitieux, en fait, tout ce que vous dites. Du coup, il y avait une volonté, au-delà de la simple création, de montrer que c'était possible. Est-ce que créer une série fantastique en France, aujourd'hui, c'est forcément ambitieux ? Non, c'est pas forcément ambitieux, c'est beaucoup de temps en effet, parce qu'il y a tout ce qui va être le développement, l'écriture. Enfin, voilà, nous on n'était pas non plus sur le même process que vous deux, mais nous on était vraiment sur une coproduction avec France Télé notamment. Mais il y a eu tout un cheminement en amont qui s'est fait sur la recherche de financement, etc., pour arriver sur un produit final, voilà, qui est diffusé du coup sur Studio 4 toujours. Et donc voilà un petit peu. Après, je pense que l'ambition, tout le monde peut l'avoir, et du coup c'est juste que ça soit construit, être bien entouré des bonnes personnes, et que ça avance toujours dans la même direction, on va dire, même si voilà, il y a des rencontres qui font que ça change un petit peu, mais pour moi voilà, il faut que ça reste l'ambition, et que l'accompagnement reste aussi assez intéressant, quoi. Il y a forcément des choses à prouver, peut-être aussi. Par exemple, pour ce qui est des financements, est-ce que Studio 4, c'était plutôt ouvert? Parce que c'est difficile aussi de classer, on parlait de Zone 42 dans les genres, mais Soupa Soupa, il y a de l'animation, il y a des prises de vue réelles, le ton est particulier aussi. Est-ce que ça a été difficile de proposer un produit qui ne rentrait pas dans une case précise à des producteurs? Soupa Soupa, voilà, ouais, justement, on est sur les nouvelles séries qu'on développe, on a ce problème-là parce qu'on fait encore de l'animation et du live, et en effet, on n'a pas de case, il y a les problèmes de format, etc.
qui sont à s'adapter un petit peu en fonction des diffuseurs. Mais Soupa Soupa, on a eu la chance de faire, c'est là où aussi on se rejoint, c'est qu'on a fait un pilote, à la base c'était limite un court-métrage, mais un pilote pour présenter un peu l'univers de Soupa Soupa, qui a super bien marché sur Internet. Et du coup, on s'est dit, on le fait en série, mais pour développer le personnage, etc., parce qu'on voyait qu'il y avait des gens qui s'intéressaient. Et grâce au nombre de vues, etc., ça nous a permis d'aller voir Studio 4, ce qui nous a permis d'avoir des financements, ce qui nous a permis d'avoir le développement de Studio 4, etc. Enfin, tout ça, c'était un cercle vertueux. Donc voilà. Après. Et auprès du public, est-ce que la réception a été rapide de votre proposition Nous, on s'attendait un peu, parce qu'on avait travaillé quand même dessus pendant 2-3 ans, donc forcément, tu t'attends à que ce soit la série du siècle, etc. Mais voilà, c'est pareil, la communauté est à construire. Nous, je pense que le problème qu'on a fait, c'est qu'on l'a trop diffusé trop rapidement, etc. Parce que voilà, on l'avait déjà, elle était produite, il y avait juste à la diffuser. Donc la diffusion, ça fait partie du process. Et je pense que voilà, c'est à réfléchir. Nous, c'était notre première série. Studio 4 ont l'habitude de diffuser assez régulièrement, etc. Mais voilà, nous, on n'a pas eu le temps de créer de la communauté autour vraiment de Soupa Soupa pour qu'après, 2-3 mois, il y a eu 2-3 mois de diffusion. Et après, voilà, l'univers de Soupa Soupa, on a essayé de le faire construire, de le garder avec les festivals, des choses comme ça, parce qu'on avait quand même une petite communauté. Mais voilà. Ça a été difficile de faire vivre la série au-delà de cette Ouais, diffusion. pour après, ouais, c'est ça. D'accord. Puis c'est dur, il y a à peu près, je sais pas, une série qui sort par jour. Ouais. Que ce soit sur Internet, sur Netflix ou autre. Maintenant, nous, on a eu le même souci de diffusion où on faisait la post-production en même temps, donc c'était super complexe. Mais pour revenir sur ta question sur l'ambition, je pense que soit il faut être malin, soit il faut se donner les moyens, un peu comme Nexus ils font, c'est-à-dire qu'ils prennent le temps. Le vaisseau, ils font pas un vaisseau de merde, quoi. Ils se sont fait chier à faire un beau vaisseau qui a de la gueule. Oui, il est beau. T'es content? Oui. Non, mais en fait, quand moi je commençais à visualiser des web-séries, bien sûr, on a le truc Visiteur du futur en tête, parce que c'est une référence, ils sont arrivés en premier, ils ont fait ça très bien. Mais il y a beaucoup de web-séries où ils te disent bonjour, je suis le président des États-Unis, et c'est joué par un gars de 22 ans qui a un costard de Célio pourri. Et je me disais, mais j'y crois pas du tout, c'est nul. Et donc, souvent, nous, on essaie de jouer sur le hors-champ. Toi, de te dire, les monstres, si on les voulait, on allait voir des maquilleurs d'effets spéciaux qui le faisaient. Et si on n'avait pas la thune, donc c'est-à-dire 90% du temps, c'était des bruitages ou c'était du hors-champ, quoi. Et je prends souvent l'exemple, c'est le Land Speeder dans Star Wars, dans le premier. Ils le mettent tout le temps bord cadre, comme ça. Vous avez votre cadre, et ils le mettent bord cadre, et tu as des gars qui le bougent. Et en fait, moi, ça me fascinait. Quand j'étais petit, je faisais, putain, mais le truc, il vole, alors qu'il est sur le côté. Et après, quand j'ai vu les making-of, je me suis dit, non, c'est deux pélos qui bougent le vaisseau. Et je fais, waouh, mais c'est trop bien comme idée. Et il faut qu'on ait 1000 fois cette idée, quoi. Et donc, voilà, c'est autant un mix entre ambition et être malin. Parce que ça va être une petite économie. Et donc, voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Non, l'aspect financier, du coup, est primordial aussi dans ce que tu dis, quoi. Réfléchir à l'utilisation des ressources qui sont parfois un peu faibles, effectivement. Mais un autre moyen existe aujourd'hui pour financer des projets. Est-ce que quelqu'un a un financement participatif en ce moment Bonjour. Vous pouvez avoir ce pins pour 80 €. Et je déconne pas. Non, oui. Non, mais du coup, cette décision de faire du financement participatif, Ulule, j'imagine On est sur Kiss Kiss Bang Bang, D'accord. qui est la même chose, grosso modo. On avait un Tipeee aussi, enfin on a toujours un Tipeee d'ailleurs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a deux types de financement participatif. Il y a le financement participatif régulier, c'est-à-dire que quelqu'un peut décider de nous donner tous les mois une somme donnée, et du coup nous on peut voir venir, on sait tous les mois on a environ ça qui tombe. Et donc on a d'abord fait ça parce qu'on aimait bien cette logique. Après effectivement la somme n'était pas suffisante pour produire, pour pleinement payer les personnes qui travaillent sur Nexus 6. Il faut savoir que nous, sur des tout petits épisodes, on va être 5. Sur les gros épisodes, on peut être 20 et on a déjà été 40. Donc on a 3 000 € de Tipeee par mois. Je ne paye pas les gens avec ça, très clairement. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir pérenniser la chaîne en continuant ce niveau de qualité qu'on a. Et donc, on s'est dit, c'est vrai que le financement participatif classique, en annonçant aux gens, tel budget, ça fait un épisode, donc on vous propose de nous donner tant pour qu'on puisse continuer. Oui, ça c'est
imposer de soi-même, quoi. Si ce n'est que nous, comme on a monté une boîte de prod, etc., nous, on a toujours cherché à trouver des financements à côté. C'est-à-dire que nous, notre business model, c'était, avec notre boîte de production qui s'appelle French Toast, faire des clips ou des pubs ou des films institutionnels à côté qui rapportent de l'argent et qui permettent de réinjecter, en l'occurrence, dans Nexus 6. Sauf qu'on s'est très vite rendu compte que Nexus 6 était beaucoup trop ambitieux par rapport à l'argent qu'on rentrait. Donc il y a un moment où on se dit, bon... Et surtout, au bout d'un moment, l'idée c'est ok de lancer ça, mais il faut qu'au final Nexus 6 puisse générer lui-même l'argent qui va permettre de le pérenniser. Et donc on s'est beaucoup posé de questions, etc. Moi je refuse de faire les placements de produits ou les partenariats. C'est pas du tout ma philosophie. On n'est pas des marchands de tapis et moi je suis pas là pour ça. Je refuse. J'ai refusé des partenariats. On me disait parle de tel film. Moi, je suis là, votre film, je sais déjà que ça risque d'être très certainement de la merde. Donc, comment on fait? Ah ben non, si vous en dites du mal, on va pas vous payer. Je fais, vous voyez, c'est un petit peu problématique. Donc, vous voyez, on est dans une... Parce que, l'idée, c'est de rester libre aussi, c'est d'être honnête avec le public. Moi, je veux pas aller à l'encontre de ça. Donc, il ne nous reste plus beaucoup de possibilités, en fait. Parce que trouver un millionnaire qui est prêt à investir à perte dans de l'ASF en France sur Internet, je peux vous dire que c'est un petit peu compliqué. Donc on a réussi à créer une communauté, on s'est dit, en fait pour moi c'est hyper positif. Positif au sens total du terme, c'est-à-dire c'est une bonne démarche. On a un public qui sait ce qu'on fait, qui apprécie. Ok, si vous voulez qu'on continue, on vous propose d'être actionnaire, en fait, d'être investisseur de Nexus 6. Comme ça on reste libre, notre liberté de ton elle va être totale. Si je veux aborder des fois, dans Nexus 6 pour le moment on ne l'a pas encore trop fait, mais... à l'avenir, il y aura des fois des moments assez durs, quoi. Des trucs qui pourront être choquants, etc. Si je fais un partenariat avec, je sais pas, telle marque qui me paye la vidéo pour que je puisse, en plaçant 2-3 trucs, ils vont peut-être pas être d'accord que j'ai du meurtre infantile, j'en sais rien. Bon, par exemple, c'est un exemple. Et ça, moi, j'ai un vrai problème avec ça. Donc, vous investissez et on va pouvoir continuer. Et surtout, on est redevable qu'auprès du public. Alors, pas à tous les points. Hein, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous avez le droit de me dire ce que j'ai le droit de faire, etc. Non. On est des créateurs, on a une vision, etc. Après, peut-être que vous ne serez pas satisfait, peut-être que vous trouverez ça nul, je ne sais pas, il y aura peut-être des débats. Mais vous nous aidez à faire ce qu'on fait déjà. Et donc, pour moi, c'est hyper positif parce qu'on reste libre. C'est vraiment la démocratie au sens le plus total. Vous, le peuple, vous permettez à nous, créateurs, de faire ce qui vous plaît. Je trouve ça génial. Et par ailleurs, on continue quand même à chercher d'autres moyens de financement. Donc il y a le CNC, maintenant, je pense qu'on va l'aborder. Donc nous, on a eu une aide du CNC, on va leur demander cette année. Mine de rien, on continue quand même à faire des prods à côté pour rentrer de l'argent. Donc on ne veut pas dépendre uniquement du public qui va nous aider dans notre financement participatif. On veut avoir aussi d'autres sources de financement, mais pas pour m'en mettre plus dans la poche. Bon, c'est dommage, mais bon, bref. Mais plus, au contraire, pour que les épisodes soient encore mieux ou qu'on en fasse plus. C'est-à-dire que si on a plus d'argent, on fera plus. On ne fera pas, on paye encore mieux les gens. Non, ça, on veut déjà bien payer les gens. En tout cas, au minimum selon les grilles syndicales, parce qu'il faut savoir qu'il y a des grilles syndicales. Moi, un figurant, je dois le payer tant par jour. C'est comme ça. Donc moi, je veux au moins respecter ça. Et en plus, en tant que boîte de prod, on est obligé. On ne peut pas faire du travail bénévole. Jusqu'à présent, on était en fait dans l'illégalité totale. On a eu un contrôle URSAF, ils ont été gentils. Parce qu'on leur a fait comprendre, oui, disons que c'était en dehors des temps de travail, etc. Ce qui est complètement faux. Mais ils ont été sympas. Si un jour on se reprend un contrôle de URSAF, on aura beau argumenter, on sera dans la merde. Donc voilà, c'est parce qu'aussi il y a des obligations légales. Et moi, ça fait 4 ans que j'ai des professionnels du cinéma et de la télé qui travaillent sur la chaîne et qui donnent de leur temps, etc. Moi, je veux les payer correctement. Voilà, c'est tout, c'est aussi con que ça. Et est-ce que ça met une pression supplémentaire? J'ai pas l'impression, mais est-ce que ça met une pression supplémentaire de demander aux gens de financer? La pression, elle a été avant parce qu'on s'est beaucoup posé la question. Parce que il y avait d'autres problématiques. On a un des plus gros Tipeee de France en termes de sommes et de donateurs. Donc on se disait, les gens donnent déjà là, qu'est-ce qu'ils vont penser? On s'est pris la tête, mais vraiment, quoi. Sauf qu'en fait, on arrive à un stade où on se dit, si on veut continuer à faire cette qualité-là, grosso modo, pour ceux qui connaissent, on va vous faire, en gros, là, à l'avenir, des épisodes comme Cowboy Bebop, comme sur les gros épisodes. Donc ça veut dire des effets spéciaux, plusieurs acteurs, du maquillage, etc. On n'a pas le choix, en fait. Soit la chaîne s'arrête, et ce qui serait dommage, à mon sens, soit on passe par là. Et si on passe par là, mais que ça ne marche pas et que les gens ne donnent pas, ok, j'ai compris. Le public ne veut pas de ça.
Et ce sera un constat, et tant pis, la chaîne s'arrêtera. Mais c'est le public qui aura voté, en fait. Donc, tant pis. Voilà. Enfin, je serais malheureux, je me suiciderais, mais rigolez pas quand ça arrivera dans 2 mois, vous verrez. Bref. Et dans votre cas, Thomas, Sébastien, est-ce que le financement participatif a été une option à un moment donné pas forcément sur Zone 42, dans ton cas, Thomas? On l'a fait, nous. Ouais. Mais on n'a eu que 3 000 € parce qu'on n'était pas aussi connus que Nexus. Non, mais ouais, on l'a fait au tout début. On a eu 3 000 € et franchement, c'était une super aide de lancement, en fait. C'est parti en 2 semaines parce qu'on était une équipe de 15-20 personnes et rien que la bouffe et les trajets, ça part vite. Et on a réussi à trouver un mécène, nous, à un moment, qui nous a pas donné beaucoup, mais qui nous a aidés parce qu'on a fait une projo au cinéma. Et quand tu fais une projo au cinéma, il faut que tu loues ta salle et tu as un truc qui s'appelle le DCP, parfois c'est payant parfois, et puis il y a le technicien qu'il faut payer aussi. Et en fait, on a trouvé un mécène qui nous a donné de l'argent parce qu'il aimait bien le projet. Juste en contrepartie, il fallait mettre son logo sur l'écran. Donc moi, je fais, vas-y, donne-moi ton JPEG et à boule, les sous. Mais ouais, c'était fou, quoi. On a eu des petites... En fait, c'est ce que je leur disais tout à l'heure. Nous, on a eu des aides du fait qu'on n'avait pas de thunes. Les gens ils disaient, putain, mais vous n'avez pas de thunes, on va vous aider. Vous auriez été France 4, on ne vous aurait jamais aidé et tout, parce que vous avez de la thune. Mais vu que vous êtes des pauvres, venez, quoi. Et ça, c'était chouette. Et du coup, est-ce que vous avez un peu déchanté de ces 3 000 € ou est-ce que c'était la somme que vous aviez demandé ou... On avait demandé 2 500, on a eu 3 200. Ouais, du coup, Waouh, le bingo, quoi. Ouais. Et est-ce que c'est des cartons comme il y a pu en avoir sur les sites de crowdfunding? Je pense à Noob, notamment, qui a explosé de mémoire. Je crois que c'est 600 000 € qu'ils ont récolté. Ouais, ils en ont fait 2, Et 600 plus pour 000 le jeu et vidéo, 1 ouais. million, 1 million et quelques pour le jeu vidéo. Ouais. Voilà, Il y a quelques mois. Là. Ouais. c'est quand même des sommes monumentales. Ouais. Est-ce que ça montre que le public est peut-être plus ouvert? En fait, tu parlais de ça, finalement, si c'était France 4, on vous aurait rien donné, mais le public est peut-être plus attaché à ce genre de... Je pense que c'est le côté communauté, tu vois. Noob, par exemple, alors moi, je suis pas un gros fanas de Noob et je suis pas un gros spectateur de Noob, mais de ce que je vois, c'est quelqu'un qui est clair avec ses fans et qui va lui dire, voilà, nous, on fait ça comme ça. Et j'en ai parlé avec Davy Maurier, qui lui aussi fait des web-séries depuis longtemps, et il me disait, lui, ce qu'il aime dans la production web, c'est le fait qu'il n'y ait personne. Quand il parle aux gens, et les gens peuvent lui répondre. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que lui, par exemple, il veut pas enlever. Et Noob, je pense que c'est ça qui font que ça a fonctionné, quoi. Il y a des gens, ils sont reconnus dans cette bande de potes qui se fait plaisir et qui ont juste envie de kiffer, faire kiffer les gens. Ils se sont dit, vas-y, je les aide, quoi. Et ouais, à mon avis, il y a le même truc. Tu vois, nous, on a eu des demandes de gens qui nous ont dit, faites un crowdfunding pour la saison 2. Et bon, là, on n'a pas envie, nous, et puis je suis sur d'autres projets, mais pourquoi pas? Moi, je pense vraiment que des initiatives comme ils ont pu faire avec Nexus, ça redonne le pouvoir un peu aux gens en disant, voilà, moi, je veux voir ces projets, je vais les aider. Et c'est de l'investissement, clairement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont y avoir. Ils vont peut-être donner de l'argent et être déçus à la fin. Mais au final, quand on paye sa place de ciné, on ne sait pas ce qu'on va voir, quoi. C'est la même chose. Et moi, il y a même des gens, là, ces derniers temps, ils m'écrivent pour me dire, j'aimerais tellement que ma redevance télé, je puisse la donner aux créateurs que je souhaite. Et je pense que c'est une des pistes d'évolution qui pourrait venir. Le jour où la télé mourra, parce que ça arrivera, ouais, ce serait pas si con de dire ma redevance télé, je donne 30 € à ça, ce serait pas con. Le CNC a évolué là-dessus. Mais c'est pour ça que je dis que je pense qu'il va y avoir une vraie évolution. Donc le CNC maintenant qui de toute façon est quand même plus susceptible d'aider la fiction, hein, même s'ils aident quand même des chaînes éducatives aujourd'hui. Mais ouais, là il y a un vrai pas en avant, quoi. On se rend compte que par contre le budget annuel alloué est sans commune mesure avec celui de la télévision, hein, et du cinéma. Mais non, il y a des pas, quoi. Il y a un minimum d'abonnés, si je dis pas de bêtises, 50 000 abonnés. Ouais, 20 ou 50, je crois, ça dépend. Et il y a 10 000 aussi. 10 000 abonnés, ouais. Voilà, 10 000 et 50. 50. Il y a Ouais. des paliers, c'est bien. Ou, par exemple, nous, on n'a pas 10 000 abonnés, mais on a gagné des prix en festival, donc on est admissible à la première aide. D'accord, donc des conditions quand même Ouais. pour avoir... D'accord. Mais même en fait, le CNC, j'en parlais avec quelqu'un aujourd'hui, je sais plus qui. Ça ne permet à aider que des chaînes qui ont quand même déjà une démarche assez professionnelle. Parce que le CNC ne va aider qu'à hauteur de 50% des dépenses. C'est-à-dire que nous, on a eu une aide de 50 000 €, c'est-à-dire qu'on était obligé de trouver 50 000 € à côté pour pouvoir les recevoir, parce qu'ils ne peuvent pas représenter 100% du coût d'un projet. Donc en fait, très clairement, un YouTuber tout seul qui fait ses vidéos tranquillement chez lui et qui a même 3 millions d'abonnés, imaginons,
bah, c'est compliqué de réunir 50 000 euros si on lui donne une aide. C'est pas adapté à tout, hein. Nous, on est dans une logique de production plus dans une logique ciné et télé, et on a un producteur et on a cette culture d'aller chercher de l'argent, etc. Donc, on sait le faire. Mais quelqu'un qui est seul et qui d'un coup se retrouve avec une aide du CNC, même 10 000, bah, c'est compliqué de les trouver, quoi, ces autres 10 000 pour produire. Donc, c'est pas adapté à tout le monde, je pense. Après, tu peux commencer en auteur. Tu as pas Oui. mal d'aides en CNC Bien qui sûr, sont pour les bien auteurs. sûr, c'est vrai. Mais est-ce que... alors moi, je sais pas, c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais auteurs sur YouTube, ils accepteraient, ouais. Oui, parce que tu as une aide qui s'appelle le FAIA, Ouais, ouais. le Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle, et tu es payé en tant qu'auteur. Bon, bah, très bien. Voilà. Allez-y. Créez. Écrivez. Et dans le cas de Soupa Soupa, du coup, cette option directement... De crowdfunding Non, pour revenir à vous, les moyens que vous avez utilisés, du coup... bah, nous, justement, nous, ça a été... Ça a été une question, justement, le crowdfunding ou... Ça a été une question à la fin, en effet, pour finaliser le budget, on va dire. Mais bah, concrètement, c'est assez long à développer. Et l'idée, nous, ça aurait été limite plus pour commencer notre communauté. Oui, ce que j'allais dire, vous n'aviez pas de communauté Voilà, avant. c'est ça. Donc, Nous, on partait de zéro. La boîte était tout juste créée aussi, en tant que telle, en tant que société de production. Et donc voilà. Après, nous, ça s'est fait aussi. Bah, on est allé chercher différents types de financement, que ce soit le régional, que ce soit CNC, et puis bah, un diffuseur, quoi, principalement. D'accord. Et faire un peu une boucle. Et qui vraiment, c'était un cercle vertueux, on va dire, sur le développement d'abord. Il a fallu aller d'abord, enfin en vrai, on a d'abord passé avec Studio 4 sur le développement, et puis il y avait des aides spéciales développement, et après sur la production. Donc voilà, mais et au final, bon, c'est un process qui est assez long aussi en termes de financement, de dossiers, etc. Mais bah, nous, on a réussi à le faire assez rapidement, et enfin voilà, pour produire une série en tout, en 2 ans, 2 ans du développement à la livraison finale, enfin on va dire. On trouvait que c'était pas mal, parce que maintenant là c'est un peu plus long. C'est la particularité pour moi des web-séries, c'est que souvent sur le web, on va souvent dire que c'est des œuvres qui sont assez spontanées, où les gens ont l'idée, ont l'affaire, sauf qu'en web-série, ben, tu prends plus de temps, quoi. Et donc tu as cette dichotomie entre c'est quelque chose de spontané, mais en même temps il faut le tenir sur le long terme, parce que ben, vous par exemple, si vous avez fait des aides régionales, tu passes en commission et tout, ça prend du temps, quoi. Et parfois, c'est complexe, quoi, de tenir un projet. Moi, j'étais étudiant quand j'ai commencé. À la fin, t'en peux plus, quoi. Tu te dis, mais je veux faire autre chose. J'en ai marre de ces personnages à con. Non, mais c'est intéressant. Du coup, on a quand même les 2 exemples. Mais est-ce que, dans ton cas, selon toi, la web-série, est-ce que c'est un modèle viable pour les séries de genre, ou est-ce que ce serait plutôt un outil de transition, peut-être, vers la télé ou... Là, on a un exemple concret qui est que François Descraques, avec Visiteur du Futur, va faire son adaptation au cinéma. Alors après, pour moi, c'est une exception, hein. Il n'y a que lui, on va voir ce que ça va donner. Et je pense qu'il vient de la web-série, il a été diffusé sur France 4, ouais. sur Studio 4. Il a fait une série télé aussi, Deadland, ouais. Voilà, et il arrive, là c'est un film cette fois-ci. C'est un film au cinéma, ouais. Au cinéma. Ouais. Lui, il aura tout fait, quoi. Carrément, et il a fait des livres aussi, ouais, il a tout fait, lui. Mais dans ton cas, du coup, pour l'avenir, peut-être de Zone 42 ou de tes prochaines... production. Moi, dans mon cas à moi, ça dépend des projets. C'est-à-dire qu'il y a des projets, j'écris, je me dis ça c'est pour le web. Des projets, je me dis ça c'est plus pour la télé ou pour d'autres trucs. Mais après, selon moi, le web c'est flou. Par exemple, est-ce que Netflix c'est des web-séries ? Je sais pas, parce que c'est pas de la télé. C'est pas la télé Netflix. Tu vois, c'est complexe. J'ai l'impression qu'en plus il va y avoir une multiplication des plateformes entre Apple, Disney. HBO, je crois qu'ils vont faire la leur et tout. On va avoir 1000 plateformes là qui vont débarquer. On va payer 200 balles pour voir les séries. Même YouTube. Hein, ouais, avec YouTube Premium. Ouais. YouTube Premium qui arrivait. Ouais. Mais moi, je suis pas contre ces trucs-là. C'est juste qu'à un moment, ils vont devoir se retrouver dans une salle tous ensemble et dire bon les gars, on cumule, on fait des abonnements parce que, on n'aura pas les sous pour être abonné à toutes les plateformes, quoi. Mais j'ai l'impression que pour moi, la web-série, c'est très difficile. Ça restera selon toi. Moi, je suis en train de travailler sur un documentaire sur les web-séries et je compare ça au court-métrage. C'est-à-dire que le court-métrage, il n'y a pas de visée financière. Les gens vont créer des œuvres juste pour la beauté du geste et l'envoyer en festival et se faire des cartes de visite. La web-série, je connais aucune web-série qui s'est faite de la thune, quoi. Souvent, ils veulent juste se rembourser. Et encore, c'est difficile de se rembourser. Mais pour le moment, ouais, ça me paraît pas viable parce que à la télé, t'as les pages de pub, tu peux pas les skipper.
sur Internet, les pubs, tu peux les skipper, donc ils mettent pas autant d'argent. Autre truc, quand tu vends ton projet à une chaîne ou au ciné, il va y avoir on va t'acheter les droits de diffusion. Je sais pas si vous avez eu ça sur Supa, mais sur Internet, tu le mets, YouTube, ils payent pas, ils s'en foutent, tu mets gratuitement. Donc ouais, pour le moment, je pense que ça va être des œuvres un peu de transition comme ça. Moi, j'aime beaucoup dire que c'est des œuvres de passage à l'âge adulte. Ouais. Ou un peu comme nous, tu vois, des œuvres écoles de gens qui ont créé des choses et qui vont montrer de quoi ils sont capables. Encore une fois, la preuve avec François Descraques, qui maintenant est va arriver au cinéma avec son bébé du Visiteur du Futur. Quoi. Ouais. Moi, je sais pas, je vois pas ça comme ça. Enfin, je suis d'accord avec ton analyse. Par contre, moi, je vois pas ça comme ça en tant que créateur, parce que je reviens à cette notion de liberté. Si un jour je dois faire un film qui sortira au cinéma ou une diffusion télé, il y aura des contraintes qui vont être énormes, quoi. On veut pas ça, on veut pas que tu montes ça, on veut pas que tu tiennes ce type de discours, ça va pas, ça, on veut le passer en prime time, donc c'est mort. Et moi, ça, c'est un truc qui me désespère complètement, quoi. Enfin, les plus grands films de l'histoire du cinéma, c'est des trucs qui sont faits dans la douleur, qui ont innové, qui ont choqué, qui ont bousculé les consciences. Moi, aujourd'hui, j'ai le sentiment que pour aller à la télé, il faut aseptiser les choses, etc. Internet permet une liberté totale. Surtout que nous, on est aussi sur un modèle économique qui ne dépend pas du tout des vues de YouTube. Nous, on gagne 200 € avec les pubs YouTube par mois, vous voyez. Donc, franchement, je pourrais me faire démonétiser ma vidéo, ça ne me changerait pas grand-chose. Donc, moi, je pense que l'avenir est sur le web. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le regardera pas sur grand écran, etc. Parce qu'il y a aussi le cinéma et la télé en tant que média, mais il y a aussi l'objet, c'est-à-dire le format, quoi. Je veux dire, au final, on pourra tout à fait produire des choses qu'on mettra sur Internet, puis le diffuser sur grand écran, ou le regarder sur sa télé, etc. Et du coup, il y a aussi cette impression de regarder un vrai film, je mets des gros guillemets, mais il y a aussi cette manière de consommer qui va jouer. Moi, je pense très sincèrement que dans 40 ans, les chaînes de télé n'existeront plus ou auront évolué en tant que boîte de production de contenu vidéo, et elles le balanceront sur le net, et les gens le regarderont sur leur télé, l'objet. Mais elles ne regarderont plus la télé, en fait. Et même le cinéma. Et même le cinéma. Avec Netflix, on voit le film de Cuarón, là, Roma, qui sort pas en salle, quoi. Ouais. Ou de Bong Joon-ho. Avec, ouais. Et moi, c'est pas du tout une fin en soi. Alors, je serais ravi si un jour je fais un film qui sort au cinéma, etc. Super. Par contre, pour moi, c'est pas une fin en soi. Vraiment, si on peut rester sur le web, réussir à créer une économie sur le web, être complètement libre, etc. Moi, si pendant 10 ans, on peut faire chaque année un financement participatif qui marche, qui permet de pérenniser pour l'année suivante, garder une liberté totale, mais je signe tout de suite. Mais tu dis que l'avenir des séries est peut-être sur le web, mais quel est l'avenir des séries SF et fantastique? Parce que même sur le web, ça reste un public exigeant. On est sur un temps de comment on appelle ça, le time watch, je crois, où les gens zappent très très vite. Et la SF, après c'est mon avis, mais ça met quand même un temps à s'installer. Il faut installer une ambiance, il faut installer beaucoup de choses. Dans Zone 42, c'est le cas. Vous le verrez tout à l'heure dans les épisodes. Quelles sont véritablement les séries de genre qui ont perduré dans le temps au final? Le Visiteur, ça a duré 4 saisons. Ouais. Ce qui est pas mal. Ce qui est très bien. Mais à l'heure actuelle, est-ce que même le web et le spectateur web est réceptif à ce genre? Je pense que ça va aussi très vite sur le web, donc les gens je ne vais pas dire se lassent, mais ils découvrent aussi plein d'autres nouvelles choses. Donc forcément, tu as l'essoufflement des auteurs et de la boîte de prod aussi sur son contenu en tant que tel. Et puis même de vouloir explorer aussi d'autres univers. C'est aussi l'avantage, comme tu dis, de pouvoir explorer, d'être créatif sur le web. Voilà. Après, tu as l'économie derrière qui est différente. C'est ce que j'allais dire. Moi, la frayeur que j'ai, c'est que, tu vois, par exemple, est-ce que tu te sens de faire Nexus 6 comme vous le faites maintenant pendant 20 ans? C'est-à-dire dans un mode, tu vois, où vous êtes tout le temps en train de produire constamment et tout. Ou est-ce que tu aimerais bien un moment être un peu plus cool, mais ça, inévitablement, il y aura les choses de la vie qui font que... Tu vois, il y a un moment, ça va devenir plus dur. Plus, tu vois, bien sûr. Et en fait, je ferai autre chose, en fait. Sur le web, tu vois, même pour le Visiteur du Futur, et c'est pour ça que j'attends grandement le film, au-delà de la qualité artistique que va avoir, c'est... Tu mets sur YouTube, les gens, ils payent pas pour le voir. Donc c'est facile, en fait, juste ils cliquent, ils aiment bien, ils aiment pas, ils s'en vont, ils s'en foutent. Mais faire le geste de déplacer, d'aller dans une salle, de payer, même une plateforme, de payer... On l'a vu avec les séries qui sont sorties YouTube Premium. Ils se sont pris une tollée dans les commentaires de quoi ? Il faut payer pour voir vos séries et tout. Les gens, c'est encore difficile. De quoi ? Malgré quoi ? Malgré le premier mois gratuit. Ouais, malgré le premier. J'en ai parlé avec certains des créateurs, Flaubert, Adrien Méniel. C'est chaud pour eux. Ils disent putain, mais on a créé une série. Les gens, ils nous déglinguent sur leur mode de diffusion. Oui, le premier épisode a fait 1 million de vues et après ça s'effondre. Ouais.
Alors qu'il y a un moment, si les gens veulent de la fiction, c'est le serpent qui se mord la queue. Pour avoir de la fiction ambitieuse, à un moment, il faut de l'argent qu'on ne peut pas non plus être que dans ce que je disais tout à l'heure, du hors-champ, de la débrouille et tout. Parce que oui, à un moment, si le vaisseau, on veut le voir voler, voir des batailles spatiales, ben, il ne pourra pas être tout seul, ce bon vieux Romain Toumi, quoi. Bah oui. Romain Toumi, c'est notre responsable effets spéciaux. Tout le monde ne connaît pas Romain Toumi. Thomas définit un peu les choses. Ah bon? Non. Non, vous avez raison. Merde, je voulais dire un truc et j'ai complètement oublié. Laissez-moi réfléchir, continue à parler. Ouais, moi, juste quelque chose que je viens de me dire du coup de ce que tu viens de dire, c'est peut-être aussi qu'à la télévision, les gens n'ont pas l'impression de la payer, la télévision. Ouais. Et sur le web, c'est peut-être ça vient d'arriver en fait. On est toujours dans une démocratisation. Et même c'est revenu. Non, vas-y, je t'en prie. Non, tu parlais du time watch, etc. Les gens qui vont regarder vite fait et s'en aller, bah tant pis. Enfin, tu vois, moi, ça me dérange pas du tout. Du moment que tu as intéressé d'autres gens. Et je pense qu'il y a la masse suffisante de gens pour que ça ait un vrai succès, pour que ça soit reconnu. Il y a aussi un autre aspect qu'on n'a pas trop abordé, mais aujourd'hui, les gens sur le web, enfin les personnes qui regardent YouTube, on est encore sur du 8 à 24 ans. Après 24-25, déjà, les gens qui regardent vraiment YouTube plongent. C'est bon. Ça plonge vraiment. Moi, des gens de mon âge, quand je me suis lancé sur YouTube, ils s'en foutaient, enfin, ils comprenaient pas du tout. Quand la chaîne a commencé à marcher, ils se foutaient de ma gueule. Ils disaient, mais oui, enfin, tu fais tes petites vidéos. Bah, les gars, enfin non, il y a vraiment un truc qui est en train de se faire. Donc, ces gens-là, donc c'est-à-dire quand YouTube a explosé, a commencé à vraiment marcher, donc il y a maintenant peut-être 10 ans, 8 ans, bah, il y en a, ils avaient entre 8 et 16 ans, mais hop, maintenant ils commencent à avoir 30 balais et en fait à rechercher autre chose. Et moi je pense que tous les gens qui ne regardaient pas YouTube, ils vont mourir. Hein. Et en fait, il n'y aura plus que des gens qui regarderont YouTube et le web. Et c'est ça, c'est cette transition générationnelle qui va s'opérer, qui au final va donner un vrai poids à la création sur le web. Parce qu'à terme, moi je le dis, les gens ils vont vraiment plus naturellement se porter là-dessus. Et effectivement, le mode de consommation, et je suis d'accord, sera peut-être plus versatile, moins accrocheur. Mais si tu fais de la qualité, moi je suis pas d'accord. Mais il y a un truc qui m'amuse dans tout ce que tu dis, c'est que tu ne parles que de YouTube, tu vois. Je te fais rire. Ouais, tu me fais ultra. Par convention. Mais et pas fantastique surtout. Parce que la question, c'est effectivement, YouTube, c'est parfois un public qui ne rajeunit pas. Sur certains, je pensais aujourd'hui Grenier qui a dit ça récemment dans une vidéo, qui touche un public assez âgé pour un public Internet. Mais la place du fantastique étant moindre sur YouTube, est-ce que cette démocratisation de l'Internet va prendre en compte la place de la fiction même sur YouTube? Déjà. Juste la fiction sur YouTube, c'est une galère, quoi. Enfin, en fait, si vous allez sur le site du CNC, vous pouvez voir il y a des bilans de chaque année. Ils mettent les chiffres cinéma, audiovisuel et Internet. Et la fiction, c'est vraiment c'est un petit pourcentage de visionnage. Le top, c'est les clips vidéo de musique. C'est ça le truc le plus vu. Et après, c'est les tutos. Et c'est les deux trucs les plus vus. Ouais. Okay. Mais la fiction sur YouTube, c'est chaud, quoi. C'est presque jamais en tendance. C'est passé. Tu vois, là, il y a l'algorithme de YouTube. En plus, l'algorithme de YouTube, il est fourbe parce qu'il va vous proposer des trucs que vous faites que regarder. Donc, si vous regardez si vous regardez de la fiction, il va vous proposer de la fiction. Tant mieux. Mais à la base, Internet, c'est la découverte. C'est waouh, trop bien. Il y a un océan de plein de trucs. Je vais aller me balader. YouTube, maintenant, si vous regardez des vidéos de tennis, il va vous proposer que des vidéos de tennis. Et ça se trouve, vous ne connaîtrez jamais le tennis de table. Parce que non, il s'est dit, non, toi, tu kiffes le tennis, je vais te montrer que des vidéos de Nadal et Federer. Et donc, les gens, tu vois, il y a des gens, ils vont regarder que des vidéos, je sais pas, de prank ou de urbex ou je sais pas quoi. Moi, je regarde pas trop ces trucs-là. Et ben, ils ne verront jamais d'autres choses. Parce que l'algorithme fait en sorte, et sur Netflix, c'est la même chose. Netflix va faire en sorte que tu ne vois que les choses que tu aimes bien. Ah, vous avez aimé ça, on vous propose ça. Et donc, des fois, si t'es pas le truc tendance, tu vois, si t'es un peu différent, c'est un peu chaud. Et vu qu'en France, la SF et la science-fiction et le fantastique, c'est pas forcément le truc tendance encore, tu vois. Alors, tu sous-entends que ça va venir quand même. Je pense que ça va venir. Parce que tu parlais de gens qui vont mourir, et je pense que les gens qui décident vont mourir, forcément. Voilà. Mais c'est des gens qui, en plus, n'ont pas grandi avec nos références pop, en fait. Et aujourd'hui, et on commence à le voir, c'est-à-dire les choses évoluent déjà. Parce que les gens de notre âge sont mis à des postes de pouvoir aujourd'hui, en tant que producteurs, en tant que décideurs, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, les choses vont se faire. Et je ne suis pas d'accord avec ce que tu disais par rapport... Enfin, pour moi, c'est très simple.
c'est aussi au spectateur d'avoir la responsabilité intellectuelle, la démarche intellectuelle de regarder autre chose que ce qu'on lui propose. Donc moi, c'est très simple. Effectivement, les jeunes, ils sont cons comme leurs pieds. Enfin, t'es ado, t'es bête. T'es bête, bon oui, tu vas regarder que tes tutos. Mais ces gens, ils vont quand même évoluer, j'ose espérer. Tu vois, je veux dire, ils vont quand même se dire, au bout d'un moment, ils vont prendre un peu de poids. Oui, mais c'est même pas une question d'être intelligent, c'est une question. Tu vois, par exemple, un truc qui manque, j'ai rencontré pas mal de gens de la web-série, il manque une plateforme qui répertorie ces web-séries. Tu vois comment... Il y en a au Canada, il y en a pas mal qui sont faites. Studio 4 le fait un petit peu, tu vois, parce que c'est une chaîne qui a une ligne éditoriale et qui le fait, mais encore, c'est des web-séries. C'est des web-séries qu'ils ont choisies. Mais il manque une vraie plateforme où quelqu'un qui dit « Tiens, je vais aller regarder des web-séries », il va sur la plateforme, il dit « Ok, j'ai envie de me faire un peu un truc comédie », boum, il clique sur comédie, il a une liste avec des pitchs, ça n'existe pas. Mais plateforme payante du coup. Et on en revient au problème. Non, pas forcément. Pas forcément. Tu peux être sur du YouTube ou du Black. Moi, après, on peut pas avoir tout mis dans la bouche, c'est aussi à nous. Enfin, c'est-à-dire, nous, on est dans une démarche proactive. Tu fais des collabs, tu essayes de contacter les journalistes, tu machin pour avoir des articles, etc. Enfin, nous, on est vraiment dans cette démarche. Il faut faire ce travail-là, quoi. C'est-à-dire, oui, aujourd'hui, il n'y a pas effectivement tous les outils nickel pour que ça se passe bien. C'est à nous de nous battre, en fait. Moi, je suis vraiment dans cette logique-là. Pour le moment, quoi. Donc, c'est plutôt optimiste quand même, tout ça. Oui. Ouais. Dans le cas de Soupa Soupa qui avait connu les deux quasiment, vous avez été diffusé aussi sur France 4, etc. Ou... Non, sur Studio 4. Mais je voyais, nous, on a été diffusé à peu près en même temps que Last Man, qui était dans de l'animation ado-adulte, un petit peu ce qu'on essaye de faire aussi, qui est une case assez complexe et qui a été diffusée sur France 4, mais à 22h ou minuit. Et qui est sur Netflix actuellement en plus. Et qui, voilà, ils ont fait, je pense ils ont été rachetés par Studio Plus et Netflix, après. Ouais. D'accord. Ouais. Okay. Mais donc voilà, après en fait il y a du rachat de séries aussi qui se fait, des choses comme ça. Donc la web série est aussi un tremplin là-dessus, sur la diffusion et puis sur la future création. Voilà. Mais par exemple Studio Plus c'est un bon exemple parce que alors Studio Plus c'était une plateforme, il y a deux plateformes qui sont lancées un peu en même temps, donc Studio Plus et Black Pills. Black Pills ça existe encore, Studio Plus c'est mort depuis juillet. Parce que c'était Canal+, je crois, qui ont lancé cette plateforme et il me semble, je dis peut-être des bêtises, mais qu'ils ont perdu plus de 40 millions d'euros d'investissement. Et à un moment, ils sont pas mal d'argent sur les séries, en effet. À un moment. Donc ils ont tenté en fait. Eux, ils se sont dit, allez, on y va, on tente. Ils avaient fait un pari fou, c'était de se dire, ok, la série digitale, parce que il y a web série et série digitale. La série digitale se consomme sur les smartphones, donc on va faire de la série qui n'est visionnable que sur smartphone. Ça n'a pas fonctionné. Mais du docu aussi. Il y a de comment ? Il y avait du docu. Ouais, il y avait du docu. Ouais. C'était une plateforme où il y avait plein de choses. Mais c'est complètement idiot de cantonner à une forme. Enfin, et Black Pills maintenant est en sur-écran aussi. Ouais, carrément. Ils ont dû s'y mettre, quoi, forcément. Bah oui, parce que moi je pense, tu vois, quand tu parlais de, il faut aller chercher les gens. Moi, je suis un peu plus pessimiste que toi sur les gens. J'ai l'impression qu'avec nos smartphones et compagnie, on va être de plus en plus amené à on bouge pas et notre bouffe et nos trucs, ils arrivent à nous. Et non, je suis pessimiste là-dessus aussi. Et du coup, c'est difficile en tant que créateur de te dire comment je vais chercher les gens, tu vois. Comment je juste avec une vignette ou un titre, les gens, je les amène sur mon contenu. Tu vois. C'est pour ça que je parlais de collaboration avec des gens qui touchent une frange qui n'est pas ton public. Comment tu fais une collab en fiction ? Tu fais des crossovers mais tu n'as pas regardé toutes mes vidéos. Ah oui. Si. Non, si, quand tu t'approches un autre créateur, tu lui dis ok, on peut faire une collab, mais moi, ça se passe comme ça, parce que moi j'ai un univers, etc. Il faut scénariser le truc, et ça t'intéresse pas, mais il faut réussir à le persuader. Moi, je sais que nous, 90% de notre public, c'est 25 à 45 ans. C'est-à-dire que je ne touche absolument pas les ados, alors que c'est la majorité du public sur YouTube. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche d'essayer de toucher ce public-là. Donc je me rapproche de créateurs dont je ne me sentais pas forcément très proche créativement jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'essaye de trouver des passerelles avec eux, de discuter avec eux. Vous êtes en train de créer le YouTube Cinematic Universe. Mais ça, c'est depuis longtemps. Ça, c'est depuis très longtemps. C'est déjà fait. Petite question pour finir, déjà. 42. Avec... non, pas celle-là. Non, avec le succès à l'international déjà des Revenants, dont on a parlé très rapidement, mais je pense également à Calls, que vous allez voir tout à l'heure, qui est la première série française achetée par Apple, qui a été rachetée récemment par Apple. Est-ce que vous pensez que l'international peut être une ouverture, peut-être, sur de la production, sur du rachat Clairement. Clairement. Enfin, ça va forcément. Vous avez l'air assez catégorique. Est-ce que forcément on va passer par là ? Mais oui, parce que selon moi,
pas mal de productions françaises se font, il y a une barrière en fait de la langue. Pas mal d'Américains ou autres vont se dire ah c'est en français, je regarde pas. C'est pour ça qu'ils font les adaptations. Ils sont très frileux sur Et en fait, en vrai, tu vois, moi, si on me demande, ouais, est-ce que tu peux pas le faire en anglais ton scénar, ben non, ça me dérange pas. Ça sera vu par plein de gens. Pascal Logier, qui lui est plus dans le cinéma horrifique, ses films, il les fait en anglais maintenant parce qu'il se dit c'est plus facile à vendre derrière. Là, il a fait, je sais plus comment il s'appelle le dernier. Je me rappellerai plus, mais il l'a fait en anglais pour ça, quoi. Alors qu'il y a Mylène Farmer dedans. Non, et surtout, surtout, tu le disais, même en France, on va avoir tendance à mettre sur un piédestal une production qui va être en anglaise. Donc c'est tout bénef. Moi, non, nous on fait une version espagnole, japonaise, anglaise, quand tu veux. Mais c'est difficile, parce que, excuse-moi, mais le CNC, il t'oblige pas à avoir une production française, du coup, si on veut Alors, les aides. pour les aides CNC, oui. Mais Ouais. après, si tu arrives à leur vendre à l'international, bon, bah, tu n'auras plus ton aide CNC pour ça, mais tu peux faire. Mais il n'y a pas longtemps, je réfléchissais, tu vois, quand on a commencé à parler de cette table ronde, à qui en France a réussi à faire des œuvres de science-fiction qui ont fonctionné à l'international. Il n'y a pas beaucoup de noms qui sont venus, et celui qui a sorti, aux séries. sans se cantonner aux séries, j'ai pensé à Luc Besson. Bah oui, il n'y a que Besson. Et franchement, Et Jean-Pierre Jeunet un peu, ouais, Ouais. c'est tout. Ouais, tu me prends de court, mais effectivement, ouais, c'est vrai qu'il y en a peu. mais Luc Besson, Qui lui-même est très critiqué dans son pays d'origine. oui, mais on est toujours critiqué un petit peu de. Les visionnaires sont toujours critiqués. Et du coup, J'aime bien Besson. et avec Soupa Soupa, du coup, pas de problème de langue. Non, mais enfin, la diffusion à l'étranger, c'est aussi compliqué. Donc ça a marché en festival parce que on voit le système des festivals en série, ça reste encore petit par rapport aux festivals de court-métrage, etc. T'as un peu de mal à voir où est le bout. Mais en série, tu as une sorte de microcosme, on va dire. Et du coup, bah, une fois que tu arrives à aller dans certains festivals, c'est plus facile d'aller dans les autres, on va dire. Mais, et du coup, bah, c'était assez simple et on a eu un plutôt bon accueil justement dans le festival. Mais après, on a quelques plateformes, bah, pareil, des nouvelles plateformes, on ne sait pas trop ce que ça va devenir, mais qui veulent bien nous diffuser ou qui veulent nous. Qui sont intéressants en tout cas. Voilà, qui sont intéressés okay. pour diffuser. Ce qui est assez simple parce qu'il n'y a pas de traduction. Ouais. Qu'il n'y a pas de coût. C'était dans le coin de votre tête au départ ou pas? C'était dans l'idée en effet de jouer vraiment sur l'international, puisque le pilote qu'on avait fait était vu par des Russes en fait. Donc c'est pas pourquoi, mais enfin bon, il y a c'est la magie d'Internet. Mais il y a un YouTuber russe qui l'a relayé et voilà, c'est comme ça que ça fait beaucoup de vues. Mais oui, parce qu'on parle beaucoup anglais, américain, mais oui, il y a un public international, donc ça ouais. va évoluer vers tout ça. Ouais, et puis bah, c'est le principe de la création sur Internet, même de Internet en général, c'est que c'est international, donc tu peux le voir partout. Et, sauf en Corée du Nord. Aussi, ouais. Et la Chine aussi, c'est compliqué. Ouais. Mais... Très bien. Voilà. Mais excuse-moi, je te coupe. Non, c'est bon. J'ai un petit exemple concret avant qu'on termine sur l'international. Parce qu'en fait, on a déjà montré notre série à des Américains en vrai, parce qu'on a été projeté un de nos courts-métrages à Seattle. Et en France, quand on montrait, il y avait vraiment des réactions de les trucs avec les monstres, d'accord, c'est chiant. Et ben là-bas, ils ont compris tout de suite, quoi. Tu vois, il n'y avait pas cette barrière où quand je pitch mon projet ici, souvent je fais non mais attends, il y a du fond hein, derrière, c'est pas juste du fun, il y a des thématiques de fond et tout, t'inquiète, il y a plusieurs niveaux de lecture. Là-haut, ils sont foutés, quoi. Ils m'ont juste dit wow, fun. Ils étaient emballés de base. Et il y a un truc qui est dans leur culture, c'est déjà là en fait. Donc il ne faut pas avoir peur, je pense. Même en Angleterre, tu vois, il y a des chouettes séries qui sortent et ils n'ont pas peur. Les Anglais sont bien moins frileux. Ouais. Enfin, tu vois, les Anglais, ils ont Harry Potter, ils l'adaptent, ils font des films, quoi. Nous, on a plein de trucs. On a l'Enfeust, on fait l'Enfeust, la BD l'Enfeust, une super adaptation, 10 films. On le fait pas. On s'est fait bouffer la planète des singes, quoi. Mais putain, c'est français. Valérian aussi. On a toute une littérature, on a toutes des BD, on a tout ce qu'il faut. On le fait jamais, c'est tout. Mais mot de la fin, vous pensez que ça va évoluer vers une démocratisation? Ouais. Oui. Yes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup. Merci. A-t-on le temps pour quelques questions, peut-être? Oui, c'est un oui. Est-ce qu'on peut faire passer un micro, peut-être? Est-ce que des gens ont des questions, ici, pour nos invités? Non. Non. Ne soyez pas timide. Ah, nous avons une question.
2. J'en vois 2. Juste ici. J'en vois que 2. Vous pourrez venir parler après si vous voulez. Oui, bonsoir. Moi, je me posais la question, on sait que la web-série, c'est un phénomène qui vient d'outre-Manche, et les créateurs de web-séries d'Amérique, ils en sont où aujourd'hui? Est-ce qu'eux aussi, ils ont passé le cap, comme François Descraques, de se tourner vers le cinéma, ou est-ce qu'ils sont aussi restés dans le système de la web-série? J'en ai aucune idée. Je t'avoue que je n'en ai pas beaucoup d'idées. Enfin, là, je travaille sur un docu sur la web-série francophone, donc je m'intéresse très peu à ce qui se passe là-bas. Mais je crois que là-bas, ils n'ont pas les aides comme nous. On peut avoir du CNC et tout, c'est un peu plus compliqué. Mais ils ont eu des web-séries, par exemple Dr. Horrible, qui est une web-série faite par Joss Whedon, quand il a fait ça pendant la grève des scénaristes. Donc c'est trop bien. C'est une comédie musicale super-héros, c'est vachement bien. Mais du coup, je sais pas du tout. Je t'avoue que je vais me renseigner parce que ça m'intéresse à fond. Mais comme tu dis, ils sont pas du tout dans la même démarche que nous. Nous, on est en train d'essayer de se fédérer, de créer un syndicat, etc. Les États-Unis, c'est pas du tout comme ça. Ils déclarent même pas leurs droits sur les pubs YouTube à leurs impôts. Enfin, ils sont pas du tout dans la même démarche. En plus, c'est en langue anglaise. Très facilement, tu as beaucoup plus d'abonnés, donc quand même un petit revenu. Donc moi, j'ai pas du tout le sentiment qu'ils sont dans cette démarche où nous, on essaye de créer des structures, en fait. Voilà, de structures. Après, si, ils ont fait les premières séries YouTube Premium. Il y a une série qui s'appelle Impulse, donc c'était une des premières web-séries YouTube Premium, qui est un spin-off de Jumper, le film avec Putain, la vache. Hayden Christensen. Je savais pas. Ouais, et franchement, vous regardez l'épisode 1, on peut voir l'épisode 1, ça commence par une baston de mecs qui se téléportent sur la banquise. Il y a le gars de Key and Peele, c'est pas Jordan Peele, c'est l'autre, celui qui joue dans Le Dernier Predator là. Et mais ouais, ça, tu fais waouh. Après, j'ai regardé les autres web-séries américaines produites par YouTube Premium. Il y a des trucs, t'as l'impression que c'est les téléfilms de M6 là, truc tu sais avec mon Dieu, mais ton fils a une leucémie, c'est horrible. Une autre question. Bonsoir, moi j'avais une question. Vous, comme François Descraques l'a fait, il est passé sur un format cinéma. On l'a vu avec Okja, le cinéma met des bâtons dans les roues à des producteurs qui viennent d'Internet. Netflix est purement Internet. Vous n'avez pas peur que même des grands créateurs qui passeraient sur Internet, on l'a vu avec Okja encore une fois, vous n'avez pas peur que les distributeurs ils gueulent, ils veulent pas parce qu'il n'y a pas le format qu'ils veulent, ça leur plaît pas parce que ça vient d'Internet? Qui gueule par rapport à quoi? Le Festival de Cannes avait gueulé par rapport à Okja. Et c'est peut-être un problème, je ne sais pas, s'il l'a eu, on n'a pas de nouvelles, François Descraques avec Les Visiteurs du Futur, mais peut-être que ça a été une galère. Il s'est pointé en disant « je débarque d'Internet ». Après, de toute façon, c'est la problématique que je soulevais tout à l'heure. Au cinéma, il faut que tu fasses quelque chose qui va vendre des billets. Sur Internet, tu ne vends pas de billets. Les gens voient ça gratuitement. Il y a eu des tentatives avec Paranormal, pas très normal, activité avec Norman qui n'ont pas fonctionné. Il y a eu le Manoir l'année dernière qui a moitié fonctionné. On dit souvent que c'est un bide, mais ouais, apparemment ça a pas mal marché et c'est rentré dans ses frais, mais c'est pas ce qu'ils attendaient. Je pense que les gars ils se sont dit, on met tout le monde, on va avoir des millions de vues. Et ben non, les gens ont préféré voir des blagues racistes. Mais du coup, moi j'ai envie de te dire, tant que les œuvres existent, je m'en fous que les distributeurs gueulent. Exactement. Parce qu'en fait, c'est juste, on leur a mis... Enfin, ils ont créé un système, et là, ce système, il est en train de se péter la gueule. Du coup, on est face juste à des gars qui font « Oh mon Dieu, mon Lego, il n'a plus aucun sens !» Parce que ce qu'ils ont fait avec Netflix, en fait, c'est qu'il y a la chronologie des médias, et ils ont dit à Netflix « Ouais, on veut bien que vous sortiez vos films en salle, mais du coup, ça veut dire que vos films, vous pouvez les mettre sur votre plateforme que 3 ans plus tard. » À Netflix, ils ont dit « Mais non, enfin... » On veut les diffuser maintenant, nos films. Alors, je pense qu'il les deux vont devoir mettre de l'eau dans leur vin. Parce que Netflix va pas pouvoir faire son sale gosse pendant 1000 ans à faire je fais ce que je veux, j'ai racheté le film d'Orson Welles. Parce qu'ils l'ont fait, ils ont fait ça. Mais les autres vont devoir aussi mettre de l'eau dans leur vin. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire les distributeurs, ils avaient qu'à mettre l'argent. Enfin, quand tu as Bong Joon-ho qui a un film qui vient et qui n'arrive pas à le produire par les moyens classiques parce que les gens disent c'est trop choquant. Enfin, tu sais, quand toi, tu es un créateur, quand tu es un artiste, tu dis, mais allez vous faire foutre. Il y a Netflix, ils me donnent l'argent. J'en ai rien à foutre qu'il soit pas au cinéma, mon film. Le but premier de la création, c'est que l'œuvre soit. Moi, j'ai dit ça en interview aujourd'hui. Je ne me pose pas la question de si ça va marcher. Enfin,
même si le but c'est ça. Mais à partir du moment où l'œuvre elle existe, tu as déjà gagné d'une certaine manière. Il n'y a pas d'échec, tu as réussi. Que ce soit au cinéma ou autre part, tant pis. Et puis en plus sur Netflix, les gens vont le regarder. Donc franchement, tant mieux qu'ils gueulent. Il y a un truc que je crois aussi, c'est que les humains aiment beaucoup se rassembler autour de passions communes. On peut le voir avec les conventions. Les conventions, c'est des gens qui se sont dit « Hey, on aime le même truc, mettons les trucs qu'on aime bien, on se réunit et on fait ça. » Je pense que dans pas longtemps, Netflix, YouTube ou d'autres vont créer des salles ou vont racheter des salles et vont diffuser leurs trucs là-dedans. Franchement, ça serait pas con que Netflix ils se disent ok, eh ben on fait un partenariat avec UGC et dans toutes les salles UGC ça passe, mais pas dans les salles Gaumont ou Pathé. Franchement, c'est un win-win pour les deux. Donc ça peut être des choses envisageables. Eh bien, je vous propose qu'on reste sur cette interrogation. On vous laisse méditer là-dessus. Mystère. Merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Capitaine, Thomas, Sébastien.